Bonjour à tous, donc voilà, je vais vous présenter Impeller, le nouveau moteur de rendu de Flutter. Alors, avant toute chose, c'est pas moi que je présente, vous voyez bien, c'est Valentin Michalak qui devait normalement faire la présentation et bon, pour des raisons personnelles, il n'a pas pu venir, donc je le remplace au pied levé. Donc voilà, une petite rêve quand même pour lui. Puis c'est sur ces slides que je vais faire cette présentation et je vais essayer de restituer en tout cas tout ce qu'il aurait voulu présenter durant cette présentation. Donc moi, je suis Emmanuel Lefebvre et je suis développeur mobile sur SNCF Connect. Alors, avant de présenter la problématique, en tout cas de présenter finalement Impeller, on va parler de moteur de rendu. Et initialement, le moteur de rendu avant Impeller, c'était Skia. Donc Skia, c'est une bibliothèque graphique 2D open source qui fournit des API communes. Donc concrètement, alors peut-être un petit schéma, alors qui n'est pas forcément si facile que ça à appréhender. Non, c'est pas ça du tout, je ne l'ai plus. Il doit être là, le voici. Voilà, le moteur de rendu, finalement, il se situe, alors là on voit l'arbre de widgets, le pipeline de rendu, et en fait le moteur de rendu se situe entre le pipeline de rendu, qui prépare l'ensemble des instructions qu'il va envoyer à l'API graphique, et qui va donc préparer cet ensemble d'instructions pour l'API graphique. Donc l'idée derrière ça, en fait, c'est d'abstraire tous les appels à l'interface des API graphiques et donc de soulager le développement. Et le deuxième intérêt finalement avec des moteurs de rendu comme Skia, c'est de faire du pixel perfect, c'est-à-dire que quand on développe sur iOS, on a exactement au pixel près le même rendu sur Android ou sur le web. Donc ça, c'est le principe général. Donc Skia, c'est un moteur de rendu qui est connu, qui est déjà utilisé au sein de Chrome et de Firefox, je crois d'ailleurs. Mais il n'est pas sans défaut. Alors déjà, Skia, il remonte déjà à un certain temps, puisque je crois qu'il a été créé en 2004. Donc ça remonte. Et entre-temps, il y a eu un certain nombre d'API graphiques qui ont beaucoup évolué avec Metal, Vulkan, qui va remplacer OpenGL notamment. Et donc l'idée, c'était que ce genre de moteur de rendu, en tout cas, n'utilisait pas complètement les nouvelles capacités graphiques que peuvent apporter les nouvelles API graphiques. Pardon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, je pense que la plupart d'entre vous qui développaient sur iOS, sur Android et qui ont compilé en release ont pu voir des problématiques de saccade, notamment quand vous faites, alors au-delà des problématiques d'optimisation de widget, vraiment quand vous lancez une animation, et bien en fait là, ça saccade sans aucune raison. Et bien là, en fait, on a des problématiques qui sont liées justement à la construction de Skia et sa façon d'aborder les shaders. Alors je vais présenter les shaders. Alors ça c'est le premier Skia, voilà. Les shaders. Alors les shaders en fait il faut voir ça en fait comme un petit programme qui va s'exécuter sur le GPU. Alors c'est pas forcément très très concret, donc je me suis permis en fait là de commencer à dériver par rapport à la présentation et essayer un petit peu de résumer c'est quoi ce petit programme qui fonctionne sur une carte graphique. Donc l'idée derrière ça, c'est que l'enjeu en fait dans une carte graphique, c'est qu'avec les résolutions qu'on a, donc là on voit avec l'exemple sur une résolution de 2800 par 1800 cadencée par 60 images par seconde, on a plus de 311 millions de pixels à calculer à chaque seconde. Donc c'est considérable. Donc dans ce cadre-là, en fait, un CPU classique avec plusieurs corps, plusieurs threads ne suffisent pas. Il faut changer un peu le paradigme. Et c'est là où, entre le GPU, où on paralyse massivement, alors ce qu'on voit effectivement avec l'image en dessous, l'idée, on paralyse massivement le traitement. Et justement, vous voyez là, chaque petite pipeline de traitement, en fait, c'est ça qui représente finalement le shader. Un shader, c'est un petit programme qui doit être isolé les uns par rapport aux autres et qui doit faire son traitement graphique. Alors, je vais compléter cette présentation du shader parce que je trouvais que c'était intéressant de montrer techniquement à quoi ça ressemble. Par contre, j'aimerais bien que... Voilà. Donc là, vous avez vu, là je suis sur le site The Book of Shader, donc c'est un petit site qui présente un peu comment c'est fait. Donc voilà, c'est ça un shader. C'est un petit programme tout simple qui ressemble à du C
Et en fait, vous voyez là, on voit la glfrag color, en fait, ça représente un pixel. Ça représente juste un pixel. Et ce pixel, en fait, quand on exécute le shader, donc là qui est passé en paramètre, on lui donne finalement enfin, l'équivalent d'un canvas. Et en fait, il va exécuter ce shader simultanément sur l'ensemble des pixels. Enfin, presque simultanément sur l'ensemble des pixels. Donc là, en fait, c'est un shader tout simple. C'est un shader finalement qui colorie voilà, de certaines couleurs. Et à ce shader, vous pouvez lui passer des paramètres, dans ce qu'ils appellent les uniformes. Là, on va en reparler un petit peu après avec Impeller. Donc voilà. Alors en plus, ce sont le langage qui est utilisé ici, il y en a plusieurs. Hein. Il y a, selon le type d'API qu'on utilise, il y a plusieurs types. Donc celui-ci, c'est GLSL, donc OpenGL Shading Language. Et donc voilà, vous voyez la base ici, on a des systèmes de vecteurs où on peut facilement travailler dans l'espace colorimétrique. Donc là, c'est un vecteur RGBA. Vous voyez, je change la couleur. Ah oui, je suis passé en blanc, donc forcément. Voilà, on passe en jaune. Et puis on peut aussi faire varier, vous voyez là, on passe le paramètre le paramètre uTime. Et bien on peut le faire varier. On peut faire varier le temps, la couleur avec le temps. Voilà, extraordinaire, n'est-ce pas? Du coup, voilà, donc ça c'est une variante. Alors ce que je voulais aussi vous montrer, c'est ce qu'on voit un peu plus, ça va peut-être plus vous parler, ce sont les gradients. Typiquement, sur Flutter, en fait, il y a des moments où vous pouvez configurer des shaders directement. Alors on va voir qu'il y a des shaders à différents niveaux, mais il y en a que vous pouvez presque explicitement utiliser ou même configurer. Alors c'est un peu plus complexe, il faut utiliser des librairies intermédiaires, mais vous pouvez utiliser et configurer. Donc c'est pareil, hein, là on voit, ici c'est quelques coordonnées. Alors je vous ai dit par exemple, là on passe un vecteur en 4 dimensions, je peux lui passer, vous voyez, je peux mixer en fait des vecteurs en 2 dimensions en rajoutant, donc voilà, il y a plusieurs trucs. Puis on peut même jouer avec les paramètres et faire réagir finalement. Et hop, j'arrive, puis je peux faire intervenir comme ça. Donc voilà, et tout ça finalement, ça s'exécute simultanément. Donc on voit, alors c'est un intérêt finalement enfin, c'est pas le genre de choses qu'on va développer avec Flutter directement, mais l'idée derrière ça, c'est de se rendre compte que c'est la base qui est utilisée par les moteurs de rendu pour faire tous les traitements graphiques, que ce soit l'affichage d'une image, l'affichage d'un gradient, comme j'ai pu vous montrer. Donc on voit donc tous ces systèmes. Alors oui, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais hop, quand même. Voilà, je voulais vous montrer les fameux paramètres dont je vous parlais, les uniformes, où on peut passer en paramètre du shader. Voilà, ce qui est partie externe et partie interne du shader. Hop. Donc en fait, je reviens à la problématique Skia. En définitive, Skia, il a un problème, c'est que les fameux frame junk, les saccades dont je vous parlais, c'est un problème qui est lié au shader, où pour pouvoir afficher certaines pages, il va compiler les shaders à la volée, à la découverte de la scène. Et le problème surtout de Skia, c'est qu'en fait, ce sont des shaders très optimisés et qui sont très consommateurs en termes de compilation. Donc c'est un des problèmes auxquels il faut répondre, auquel va répondre Impeller, et c'est justement donc Yann Hickson, un des core développeurs de Flutter, qui commence à y répondre pour démarrer le développement d'Impeller. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Une autre problématique, c'est une problématique d'ailleurs assez générale dans les jeux vidéo. Et alors ça, c'est justement, alors Valentin avait retrouvé une référence sur Reddit d'un développeur qui résume assez bien la situation. Donc l'une des problématiques, finalement, sur les shaders, on pourrait les compiler en head of time, comme le fait Flutter. On pourrait faire ça simplifierait la chose. Sauf que,
avec justement, c'est un peu la même problématique d'ailleurs que le fait de, quand on fait du head of time, on est obligé de compiler dans les différentes plateformes cibles. Et bien là, en fait, on va démultiplier le problème avec justement les cartes graphiques cibles. C'est-à-dire que les instructions qui sont mises en place sur NVIDIA, les instructions qui sont mises en place sur AMD, et en plus sur les différentes générations de cartes graphiques, eh bien, il y a de vraies évolutions qui se produisent. Donc déjà, là, on a un premier problématique, c'est-à-dire que la taille peut exploser, et on ne sera peut-être même pas forcément optimisé par rapport aux cartes graphiques qui sont mises à disposition. Le deuxième, c'est sur les drivers. C'est-à-dire qu'au cours du temps, les drivers peuvent avoir des optimisations au fur et à mesure. Donc justement, en retardant, en faisant de la compilation just-in-time, on bénéficie des dernières optimisations. Alors le troisième, c'est ce qui finalement va répondre à cette problématique, parce que là on est en train de finalement, on dit il ne faut pas compiler les shaders, donc qui sont dans des langages qui sont lisibles, et peut-être faire un peu comme ce qui est sur Java, faire une espèce de bytecode, et faire finalement un format intermédiaire. Et ce format intermédiaire va être compris par justement les nouvelles API qui, elles, vont pouvoir compiler beaucoup plus rapidement, sans avoir d'analyse syntaxique, sans avoir... voilà. Donc en plus, on peut créer des dénominateurs communs. Et un des langages sur lesquels on va regarder un petit peu plus, enfin en tout cas celui que va utiliser Impeller, c'est SPIR-V. SPIR-V, c'est une des créations du groupe Chronos qui a fait OpenGL pour faire justement ce fameux lien entre les différents écosystèmes. Alors bon, là, ça fait un petit peu peur, on voit Spire en tout milieu, et ce que surtout pour montrer sur cet écran, c'est finalement qu'on peut prendre n'importe quel type de langage en entrée, et on peut transpiler vers n'importe quel type de langage en sortie. Alors bien sûr, Vulkan, qui est fait aussi par le groupe Chronos, qui a fait OpenGL, donc qui prend en entrée nativement SPIR-V. Donc l'idée, ce serait, finalement, on accélère la compilation avec justement ce format intermédiaire. Et l'autre, donc, que j'ai dit tout à l'heure, finalement, le problème de ce qu'il y a, c'est qu'il est un peu trop gourmand, finalement. Il veut des shaders très optimisés pour chaque scène. Alors l'idée, ce serait de dire peut-être, on va prendre un ensemble de shaders moins optimisés, et ils sont directement disponibles, ils sont compilés dès le départ à partir de SPIR-V, donc plus rapidement que du GLSL classique. Donc le lancement est plus rapide, et les scènes peuvent utiliser directement ces shaders pour pouvoir afficher les pages. Alors il y a aussi autre chose, il en parle un petit peu, c'est ici je reviens sur ce slide, il parle aussi de la suite. L'idée, ça serait peut-être de revenir comme faisait Skia à son époque, c'est-à-dire qu'il va offrir un ensemble de shaders minimalistes au départ, mais quand il arrive sur une scène plus évoluée, il va essayer de compiler des shaders plus évolués, mais en tâche de fond, sans bloquer l'affichage de la page. Alors ça, c'est pas tout de suite, mais ça sera fait probablement plus tard sur Impeller. Donc voilà, alors Impeller, oui, c'est depuis la version 3 qui était en mai de 2022, ils ont commencé à en parler. Tim Smith, lors de Flutter Viking en septembre, en a encore parlé et vraiment invité à l'utiliser en preview. Donc voilà. Alors l'idée, voilà, c'est un petit peu plus technique. Donc sur le principe d'Impeller pour préparer le binaire. Donc en fait, déjà, le langage qui a été retenu, c'est le GLSL. Et du GLSL, en fait, il va passer dans une première étape justement de préparation du SPIR-V. Et ce SPIR-V, selon donc sur quelle plateforme on souhaite le compiler, donc si on veut aller sur iOS, donc on va prendre du Metal et il va faire 2 traitements en parallèle. Premier traitement à gauche, il va donc compiler justement le fameux SPIR-Cross qui fait de la compilation vers Metal et va préparer toute la librairie pour fonctionner sur iOS. Et en parallèle, il va préparer une librairie, un binding en fait, donc une liaison entre les shaders qui sont compilés et le moteur graphique. Donc en fait, ce sont un petit peu comme Pigeon, vous voyez, en fait, il crée finalement les bonnes variables pour entrer les paramètres, les fameux uniformes qui vont alimenter les shaders.
Donc voilà, à partir de tout ça, il a préparé, il a le SPIR-V, enfin pas le SPIR-V, il a, donc là pour le coup ça va être dans le langage de métal, et il est prêt à compiler ses shaders minimalistes. Alors, est-ce qu'Impeller remplace ce qu'il y a sur Flutter? Alors, l'objectif, oui, c'est clairement de le remplacer, mais en fait, on s'aperçoit, alors ça, c'est dans la fac qu'on trouve ça. L'idée, c'est que, en fait, Impeller utilise encore des composants de Skia, qui sont, par exemple, notamment, on va retrouver SK paragraphe, alors que Impeller gère quand même le rendering, mais va utiliser quelques composants de Skia. Et il y a aussi, je crois que c'est pour la décompression des images. Donc voilà, on a encore quelques bouts de Skia. Alors peut-être que ce sera complètement remplacé, mais voilà. Donc l'idée, c'est de progressivement, complètement enlever Skia de Flutter. Alors est-ce qu'on peut se servir d'Impeller dès aujourd'hui? Alors pour tester, oui, avec Enable Impeller. Alors sur la 3.3.10, c'est tout à fait possible, et uniquement sur iOS. Si pour tester sur Android, il faut passer sur le master, et en plus, on n'est pas garanti que ça fonctionne, que ça compile correctement. Donc là, il faut être plus motivé sur Android pour le faire fonctionner. Et puis, bon, c'est encore en version preview. Donc on ne sait pas exactement quand ce sera disponible, mais en tout cas, ils sont pas loin d'avoir fini sur iOS pour peut-être rentrer dans une phase de bêta. Peut-être qu'on en saura plus à la prochaine conf. Et sur Android, pour l'instant, je pense qu'il y a encore pas mal de chemin pour que ce soit disponible. En gros, en fait, l'histoire est simple. C'est en fait, là, ce que j'ai fait, donc avec l'explorateur de performance, simplement, j'active quelques animations, et en fait, tout de suite, on voit donc ce qui est en rouge, il le dit bien, c'est les shaders compilation. Et en fait, alors là, en plus, ça s'est bien passé. J'ai pas réussi à reproduire le cas, mais des fois, en fait, on a une dizaine de compilations de shaders qui s'enchaînent. Et là, c'est vraiment la fête au frame junk. Et alors là, il n'y a pas non plus de mystère. Le suivant, quand on est sur Impeller, ça se passe beaucoup mieux avec un FPS plus élevé. Donc c'est ça qu'on aurait bien voulu vous montrer. Mais bon, je pense que vous avez compris le principe. C'est vrai qu'en termes de fluidité, on l'a pas vraiment ressenti. Mais bon, après, peut-être qu'on ne s'est pas mis non plus dans les meilleures conditions. Mais bon, voilà. En tout cas, on a vu quelques améliorations. Je pense qu'en tout cas, on va être attentif sur la future version qui va se présenter à nous. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème.